Il s'agit des résultats d'un projet de recherche qui s'intéresse aux effets, pour ne pas dire impact de la COVID-19 et des mesures de riposte sur les femmes du secteur non formel au sud du Bénin. L'étude se veut une étude d'impact avec 4 témoins. Donc, dans la zone d'intervention, c'est la zone de couverture du cordon sanitaire, la quinzaine de communes du cordon sanitaire. Et la zone témoin, c'est le département des collines, situé à peu près à 200 km de la zone d'intervention. Alors, cette initiative est financée par le programme Women Rise. Les femmes s'élèvent à partir des constats que voici. À l'avènement de la pandémie de la Covid dans le monde entier, on s'est aperçu que les femmes sont en première ligne de la riposte contre la pandémie. Qu'il s'agisse du secteur de la santé, la majorité des cas, qu'il s'agisse du secteur tertiaire, le commerce, le tourisme, la restauration, les entreprises dirigées par les femmes sont les plus touchées par les effets de la Covid. Et au-delà de cela, dans la sphère domestique, il y a eu les mesures du repos, il y a eu des confinements et autres. On s'est aperçu que même si les hommes sont touchés, on s'est aperçu que les femmes le sont davantage et occupées dans des activités non rémunérées et dans les activités de service. À partir de ces constats, aussi délétères, la question s'est posée de savoir comment ces changements économiques ont pu toucher les femmes et comment y remédier. Et cette initiative est partie du schéma directeur des Nations Unies en matière de recherche pour le redressement post-pandémique. C'est une initiative qui est financée par le CRDI, Centre de recherche pour le développement international du Canada, le Conseil de recherche en santé humaine et les instituts de recherche en santé du Canada. Que vise cette étude? Alors, avant d'aller aux objectifs, ça c'est une intermède pour montrer la situation du Bénin par rapport à la réponse aux épidémies. Visiblement, le Bénin et beaucoup de pays d'Afrique ne sont pas préparés pour affronter avec succès les épidémies. C'est ce que cela voudra signifier. Quand vous êtes dans le rouge, ça ne vous arrange pas. D'autres pays le sont davantage, comme vous le voyez, qui sortent d'une couleur, de la couleur rouge. C'est ce que ça signifie. Nous ne sommes pas suffisamment préparés malgré les efforts consentis. Alors, il y a le contexte international que vous connaissez. Il y a aussi un contexte national. La Covid, d'après les statistiques officielles, jusqu'à environ 1 an, aurait touché un peu moins de 800 millions de personnes et a fait un peu moins de 7 millions de décès. Ça, c'est dans le monde. En Afrique, c'est environ 12 millions de cas, dont 256 000 cas de décès. Mais quelle est la situation au Bénin où les registres de population ne sont pas à jour? Je peux dire que les statistiques ne sont pas à jour, mais on se contente, n'est-ce pas, des données officielles qui cachent naturellement des disparités. Donc, selon les statistiques officielles au Bénin, nous avons eu en avril 2023 un peu moins de 30 000 cas de Covid pour 163 cas de décès. Et j'insiste officiellement, c'est-à-dire que concrètement, il y a de fortes chances que cette statistique soit beaucoup plus élevée que ça. Mais au-delà des mesures classiques, des mesures barrières classiques, pour freiner la vitesse de propagation de la maladie, le Bénin a eu peut-être la géniale idée, qui théoriquement est pertinente, d'instaurer un cordon sanitaire qu'on appelle COSAN, qui sépare le pays en deux. Il y a une quinzaine de communes qui sont un peu considérées comme les portes d'entrée de la Covid, n'est-ce pas, qu'on a séparées de l'interland. Ces mesures, quoique théoriquement pertinentes, ont eu des effets tantôt positifs, tantôt négatifs sur la population et davantage sur une couche vulnérable, surtout les femmes qui travaillent dans le secteur non formel. Ça, c'est notre hypothèse de base.
Donc la question de recherche est de savoir les effets de la Covid et des mesures de repose sur les femmes du secteur non formel au sud du Bénin. L'objectif principal est d'étudier donc les effets de la Covid et des mesures barrières comme le cordon sanitaire selon le genre parmi les femmes afin que cela serve d'outil d'aide à la décision pour les décideurs. De façon spécifique, nous avons d'abord, dans un premier temps, fait l'état des lieux de l'évolution de la situation des femmes au Bénin à travers l'analyse des données secondaires que sont les données de l'enquête démographique et de santé, l'EDS, la dernière édition, et d'une plateforme qu'on appelle SIDOFE. La plateforme SIDOFE, c'est une plateforme qui accueille les données de routine, c'est-à-dire les femmes et peut-être les hommes qui se sentent touchés par les situations de violence ont la possibilité de les signaler au niveau des centres de promotion sociale et d'autres structures. Ces données sont enregistrées sur une plateforme. Nous avons pu avoir accès à cela pour analyser les données, pour voir un peu l'état des lieux. Un autre objectif, c'est d'évaluer l'impact différentiel de la pandémie et des mesures mises en œuvre, d'analyser les stratégies. Comme on l'a dit, les femmes sont d'une résilience à toute épreuve. Alors, quelles sont les stratégies qu'elles ont pu développer pour s'adapter et continuer à survivre? Aussi, un objectif important, c'est d'étudier, d'analyser les besoins d'appui post-pandémique exprimés par les femmes. Et enfin, contribuer à développer des stratégies de relance, n'est-ce pas, post-pandémique. Des objectifs 2 jusqu'à numéro 5, ces objectifs nous ont amenés à réaliser une enquête ménage dans 5000 ménages. 5000 ménages, 63 villages ou quartiers de ville au sud et au centre du Bénin. Mais il y a un objectif qui est très intéressant pour les étudiants, c'est l'objectif numéro 6. Dynamiser la recherche féminine. Comment cela s'est passé? Nous avons lancé, il y a de cela un peu plus d'1 an, un appel à candidature pour les bourses de recherche en thèse et en master. Actuellement, à travers ce projet de recherche, une Béninoise est en formation de master à l'Université de Montréal, tout frais compris. Ensuite, nous avons financé 3 bourses de recherche en master à l'Université d'Abomey-Calavi et une bourse de recherche au niveau de African School of Economy et 2 bourses de thèse de doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi. Tout ça là est en cours actuellement et si tout va bien, à la fin de cette année, ces étudiants auront leur master et d'ici 2 ou 3 ans, nous aurons des docteurs qui doivent contribuer à faire de la recherche dans le domaine de la femme. Alors, ceci est important parce que, en tant que scientifiques, nous ne travaillons pas sans la théorie. Nous avons un cadre d'analyse, un cadre de recherche pour pouvoir calculer l'indicateur de la violence. Ce n'est pas facile. S'il est facile de définir ce que c'est que la violence, rendre opératoire cette définition et aller jusqu'à calculer un indicateur, c'est très très laborieux. Donc nous avons pu utiliser le cadre, le schéma conceptuel de l'UNESCO qui date de 2019. Nous avons pu nous adapter à ça. Il faut retenir simplement que globalement, à partir de ce schéma, nous avons pu obtenir, catégoriser les violences en 3 types. Il y a les violences physiques, les violences psychologiques ou émotionnelles et les violences sexuelles. Vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des formes d'imbrication. Une violence qui est sexuelle a de fortes chances d'être déjà physique, psychologique et sexuelle. Donc c'est ce cadre qui est un proxy avec ces limites que nous avons utilisées comparé à un autre cadre qui est un peu désuet par rapport à la réalité que nous vivons. Alors, c'est une étude mixte, c'est-à-dire une étude à la fois quantitative et qualitative. Pour le volet qualitatif, j'avais signalé que c'est une étude d'impact avec 4 témoins. Avec cette étude, nous avons utilisé des formules qui n'est pas nécessaire de préciser ici. C'est un sondage pour le volet quantitatif. Un sondage à 2 volets. Et pour le premier volet, nous avons sélectionné 4 communes dans la zone du cordon sanitaire en tenant compte de la variable porte d'entrée de la Covid.
Et ces 4 communes sont Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah et Porte-Nouveau. Et dans la zone témoin, nous avons sélectionné de façon randomisée, donc aléatoire, 4 communes. Les communes de Dassazoumé, de Glazoué, de Savalou et de Savet. Donc ce sondage nous a permis de générer 63 grappes qu'on peut appeler quartiers de ville ou villages. Ailleurs, les gens parlent de zones de dénombrement. Et ces grappes ont été dénombrées. Et à partir du dénombrement, 40 ménages sont sélectionnés au hasard. Et c'est au niveau de ces ménages que nous réalisons les enquêtes. Enquête ménage, enquête femmes et enquête hommes. Il convient de rappeler que même si nous sommes allés dans 5000 ménages au total, comme l'étude concerne les femmes, nous avons interrogé les hommes dans un ménage sur 2. Ce qui fait que dans les 5000 ménages, nous avons interrogé à peu près 5000 femmes contre environ 2500 hommes. Mais ça suffit largement puisque l'échantillon est représentatif et cela ne nous posait aucun problème pour faire les analyses. Nous ne sommes qu'au début des analyses. Mais c'est les résultats les premiers résultats que nous sommes en train de vous présenter. Mais il y a un volet qualitatif. Le volet qualitatif a une particularité. Nous avons disponibilité quelques femmes qui ont été formées en repérage pour identifier les femmes qui ont pu déclarer qu'elles ont subi des violences lors de l'enquête ménage. Et c'est à ces femmes qu'on a fait un entretien approfondi pour savoir les tenants et aboutissants de leur situation de violence. Donc on n'a pas choisi les femmes qui ont déclaré avoir subi de violences au hasard. C'est à travers l'enquête ménage qu'on vient vers elles. Et naturellement, nous sommes passés par tous les contrôles, le comité éthique, le Conseil national de la statistique, etc. Donc, c'est une étude dont les résultats peuvent être cités sans aucun problème. Parce que nous avons eu l'accompagnement de toutes les structures nécessaires de contrôle en matière de recherche scientifique. Alors, je vais aborder les principaux résultats, ça a été dit. Donc, pour le volet qualitatif, on a fait des entretiens approfondis avec une 50aine de femmes qui ont déclaré avoir subi de violences contre 4 hommes qui ont dit la même chose. Nous avons interrogé aussi des personnes ressources, des mairies, des représentants, des organisations féminines, des ONG de protection des femmes, etc., etc. Alors, voici le profil des répondants. Vous allez voir la pyramide des âges là, montre quoi? C'est la pyramide des âges des pays en développement, des pays qui ont des soucis. 2 paramètres, cette pyramide montre simplement que c'est des pays à fécondité élevée et à mortalité également élevée. On peut considérer que la population est jeune parce que plus de la moitié des personnes interrogées, n'est-ce pas, ont moins de 35 ans. Et vous allez remarquer ici, comme je l'ai dit, la majorité des personnes interrogées travaillent dans le secteur non formel, sont en union et le niveau d'études, on peut considérer que c'est quand même médiocre. Mais déjà, il faut se rendre compte que les femmes semblent être moins intruses que les hommes. C'est ce que montre ce schéma-là. Alors, à travers l'étude qualitative, nous avons essayé d'analyser les représentations sociales, comment les femmes se représentent la Covid. Globalement, nous sommes parvenus à 3 types de résultats. Le premier résultat, c'est le déni de la maladie. Les gens disent que la Covid, c'est rien. C'est rien. En réalité, c'est Dieu qui est venu nous punir la population contre le désordre qui se passe. C'est un peu ce que ça signifie. Je ne vais pas lire tout. Le deuxième niveau de représentation, et qui est double, c'est la thèse du complot. La première thèse consiste à dire, oui, les Occidentaux veulent contrôler la fécondité. C'est pour cela qu'ils ont inventé ce qu'on appelle la Covid. Sinon, il n'en est vraiment rien. Mais il y a une dimension de la thèse du complot qui concerne le Bénin. Donc, ils disent que c'est les pouvoirs publics qui ont inventé cela pour juste contrôler la population et leur prendre un peu d'argent. Donc, les 2 niveaux de représentation, n'est-ce pas, ne reconnaissent nullement la maladie. Fort heureusement, il y a un type de représentation qui reconnaît la maladie et en connaît également l'étiologie.
Voilà le type de représentation qu'on a de la maladie. Alors, presque toutes les personnes interrogées ont déjà entendu parler de la COVID. Mais on est allé plus loin pour avoir une idée de la connaissance approfondie de la maladie. D'après notre entendement, la connaissance approfondie signifie cumulativement la fièvre, c'est-à-dire la personne qui veut citer comme symptôme la fièvre, les difficultés respiratoires et les maux de gorge, les personnes qui ont pu citer ces symptômes-là, dans l'ensemble, vous allez remarquer que c'est 7 femmes sur 100. Sur 100 femmes interrogées, seulement 7 ont pu avoir ce que nous pouvons appeler connaissance approfondie de la maladie. De temps en temps, je vais parler des hommes, mais la situation est encore plus critique au niveau des hommes. C'est 5 hommes sur 100. Alors, la répartition de cet indicateur suivant les variables sociodémographiques montre quand même que c'est une situation qui est sensible selon le niveau d'instruction, selon le département et selon le domaine d'activité. Vous allez remarquer que les répondantes qui ont un niveau supérieur sont quasiment 2 fois plus nombreuses, n'est-ce pas, à avoir une connaissance plus approfondie de la COVID que celle de niveau primaire ou celle de niveau secondaire. Alors, nous sommes allés au niveau du test de dépistage. Là, vous remarquerez que c'est environ 16% de femmes qui ont déclaré avoir fait le test de dépistage. Ce genre d'enquête a une limite. Ce sont des enquêtes de type comportemental. Vous n'avez pas d'autres paramètres pour vérifier. Vous vous contentez des déclarations. Nous avons cherché à voir s'il y avait des papiers qui donnent la preuve que les gens ont fait des tests, mais on n'a pas pu avoir. Pareil pour la vaccination, on n'a pas mis ici. Mais je vais juste faire une parenthèse. Contrairement au test de dépistage, c'est en milieu urbain, c'est au niveau des instruits que les gens ont fait moins la vaccination. Par contre, au niveau du test, naturellement, vous savez, il y a l'infodémie, les réseaux sociaux, tout ce qui est dit là, qui tendent à effrayer les gens. Ça a fait que les personnes de niveau intellectuel élevé, n'est-ce pas, ont eu de l'aversion pour la vaccination. Mais en ce qui concerne le dépistage, comme vous le voyez, il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que cette variable, cet indicateur est sensible selon le niveau d'instruction. Plus le niveau d'instruction est élevé, plus la tendance à faire le test l'est. C'est plus élevé naturellement en milieu urbain comparé au milieu rural. Et dans la zone du cordon sanitaire comparé, n'est-ce pas, à la zone témoin. Alors, cet indicateur, il faut marquer un point là-dessus. Nous avons essayé de mesurer la situation de violence avant la COVID, donc avant mars 2020, pendant la COVID de mars 2020 à mars 2022 et après la COVID. Voici la situation, n'est-ce pas, par rapport à la violence avant la COVID. Vous allez vous rendre compte que dans l'ensemble, 45% de femmes ont déclaré avoir subi au moins une fois de violence, mais c'est au cours de leur vie. Attention, c'est au cours de leur vie. Alors, la façon dont la question a été posée ne permet pas de comparer cet indicateur avec la situation pendant et après. Vous allez le voir tout de suite. Donc, au cours de leur vie, on peut dire que près de la moitié des femmes interrogées, n'est-ce pas, près de la moitié, a déclaré avoir subi déjà au moins une fois de violence. Et comme vous le voyez, les violences les plus compliquées, complexes et difficiles qu'on ne voit pas sont les plus prépondérantes. Les violences de type psychologique, émotionnel. Celles qu'on voit le plus, c'est les violences physiques. Vous voyez un peu les gars. Mais les hommes ne sont pas moins touchés, hein, regardez. Même si les femmes semblent avoir été plus touchées, les hommes sont quand même là. Donc on peut dire que la violence fait partie des caractéristiques de la population béninoise. Qu'il s'agit de violence psychologique, tout ça là. Mais dans d'autres contextes, c'est déjà de la violence. Hein? Vous voyez? Voilà la situation avant la COVID. L'autre chose, il faut aussi remarquer qu'il y a un écart de 10 points, n'est-ce pas, quand vous comparez la zone du cordon sanitaire par rapport à la zone témoin. Ça dit que là, c'est la moitié des femmes, n'est-ce pas, qui a déclaré avoir subi plus de violence
dans la zone, les 15 communes du cordon sanitaire comparées, n'est-ce pas, à la zone témoin département des collines. Alors, là, nous passons à la violence pendant la Covid. De mars 2020 à mars 2022, c'est 27 femmes sur 100 qui ont déclaré avoir subi de violences. Mais pendant ce temps, regardez la situation chez les hommes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est 34 hommes sur 100 qui ont déclaré avoir subi de violences. On ne parle pas souvent des hommes. Ils souffrent en silence aussi. Donc pour 27% de femmes qui ont déclaré avoir subi de violences pendant la Covid, vous avez un tiers d'hommes, un peu plus d'hommes. Pour un échantillon représentatif. Je ne suis pas un magicien, je ne fais que rapporter. Alors, vous allez voir, l'écart de 10 points entre la zone du cordon sanitaire et la zone témoin s'est maintenu. Ça veut dire quoi? Pendant la Covid, visiblement, il y a plus de situations de violence signalées dans la zone du cordon comparé à la zone témoin. Alors, ça c'est très important. Une chose est de subir une violence, mais l'autre chose est de chercher à s'en débarrasser. Et là, c'est très préoccupant pour ne pas dire inquiétant. Sur 100 femmes qui ont déclaré avoir subi de violences, seulement 40 vont rechercher des solutions. Seulement 40 vont rechercher des solutions. Ça veut dire que pour la plupart des cas de violence subis, les femmes ont déclaré ne pas chercher de solutions. Et pourtant, elles subissent de violences. Mieux, où est-ce que les solutions sont recherchées? C'est autour de la famille. Famille et environ. Quand vous cumulez, n'est-ce pas, tous les cas des institutions, des structures qui sont censées accueillir ou régler les situations de violence, centre de promotion sociale, Institut national de la femme, tribunal, tout ce que vous voyez là, le cumul fait 3%. Donc l'État investit des milliards pour à peu près 3%, et la majorité des cas, c'est dans la famille. C'est-à-dire que pour des cas de violence subis, la quasi-totalité des personnes recherchent les solutions dans les familles où quasiment il n'y a pas d'action spécifique de l'État. Donc on peut dire que l'État fait, mais pourrait faire encore mieux s'il ne se trompait pas de cible. Alors, quelle est la situation de violence après la Covid? Après la Covid, donc les gens qui ont déclaré avoir subi de violence pendant la Covid, 27%, on leur a posé la même solution, la même question par rapport à après Covid. On est passé, n'est-ce pas, du simple à la moitié. Pour 27% de femmes ayant déclaré avoir subi de violence pendant la Covid, après, on est passé à 13%. Donc, après la Covid, les mesures de riposte qui ont été mises en œuvre, on peut dire peut-être que c'est, quand on dit après la Covid, c'est après la période de pandémie. La Covid continue toujours. La Covid continue toujours, mais ne sommes plus en situation de pandémie. Donc, après, ça a continué, mais ça a baissé quand même. Aussi bien au niveau des hommes que des femmes. Mais il y a toujours un petit écart entre les hommes et les femmes. Alors, on a cherché à apprécier les effets globaux, n'est-ce pas, des mesures. Ça, c'est les mesures de lutte contre la Covid. Dans l'ensemble, dans 9 cas sur 10, les femmes ont déclaré avoir souffert des mesures. C'est-à-dire, les mesures qui sont censées protéger contre la Covid, dont le remède, au lieu de tuer la maladie, a risqué de tuer le malade. C'est ça, ce que ça veut dire à peu près. Dans la majeure partie des cas, les femmes ont dit que les mesures anti-Covid leur a causé beaucoup de problèmes. C'est peut-être la piqûre qui va guérir le malade, je ne sais pas. Mais globalement, vous allez vous rendre compte que l'interdiction des cultes, des activités liturgiques, l'interdiction des regroupements, les questions de distanciation, tout ça là a été vécu de façon ça a été véritable surprise pour les femmes. Même si ces mesures tendent à les éloigner des situations de morbidité. Alors, ici, nous avons cherché à apprécier les influences spécifiques, n'est-ce pas, de la Covid et des mesures prises, des mesures barrières sur les hommes et les femmes. Dans l'ensemble, remarquez, c'est au niveau sanitaire, c'est moins de 20% de femmes et d'hommes qui ont déclaré avoir subi des effets délétères de la Covid. Nous avons pensé que c'est peut-être le résultat des mesures prises par les pouvoirs publics. Si l'État n'avait pas beaucoup investi dans ça, on aurait eu des situations beaucoup plus graves.
Par contre, là où on n'a pas senti l'intervention directe de l'État, vous voyez, ça tourne autour de 80%. Effet de la Covid au plan économique. Effet négatif, naturellement. C'est 8 cas sur 10. Et dans la sphère domestique, au plan conjugal, ce n'est pas moins élevé, plus de la moitié. Et au plan scolaire, comme ça concerne les enfants, ça a été moindre. Alors, quand on prend le cas sanitaire, quels ont été les effets spécifiques? On se rend compte que ce sont des problèmes de santé personnelle, qu'il s'agit de la femme ou de l'homme, ou bien elles ont été affectées par les problèmes de santé d'un proche, ou bien, plus grave, des décès d'un proche. Vous avez vu, il y a de petits écarts entre l'homme et la femme. Et lorsque vous intervenez au plan économique, il s'agit de la perte du revenu du ménage, comme vous le voyez, près de 7 cas sur 10. Aussi, la perte de revenus propres chez l'homme comme chez la femme, les difficultés d'approvisionnement en marchandises, la perte d'emploi, la perte même du conjoint, des changements de lieu de travail, l'obligation de devoir faire du télétravail. Il y a des résultats qualitatifs qu'on a mis là, je vais juste prendre un. Il y a quelqu'un qui dit, c'est compliqué. Mon mari étant un promoteur de bars, et avec la fermeture des bars, les ventes ont chuté. On avait de grosses difficultés, on était presque sans le moindre sou, puisque nos revenus ont drastiquement chuté. Ils nous revendaient, dit ceci, avant la Covid, je commercialisais du charbon que j'importais de Basila. Le Basila est au nord du Bénin. Je faisais la même chose pour les condiments. Suite à l'installation du cordon sanitaire, mes transactions de marchandises avec mes sources d'approvisionnement ont été bloquées. C'était pénible. Au plan conjugal, il y a eu dans la sphère domestique, difficultés d'approvisionnement du ménage. Vous allez voir que c'est au niveau des hommes que la situation est beaucoup plus compliquée. Approvisionnement du ménage, difficultés par rapport à la gestion, à la garde des enfants. Vous le voyez ici, pratiquement la même chose selon que la femme. Mais ici, autre difficulté dans le ménage, on les sent beaucoup plus au niveau des femmes. La charge de travail domestique s'est accrue, vous le voyez, et enfin la perte d'emploi du mari. Ici, quelqu'un dit la pandémie a conduit jusqu'au divorce dans certains ménages, parce que c'était une occasion pour celles qui n'aimaient plus leur mari de les quitter en prétextant des difficultés économiques qui n'étaient pas moins vraies. Alors, l'État quand même a fait des efforts, n'est-ce pas, pour la relance post-Covid. Des efforts que l'État a eu à faire, on se rend compte que dans l'ensemble, c'est seulement une femme sur 9, n'est-ce pas, qui a bénéficié. Naturellement, les femmes que nous avons interrogées, c'est 11%, une femme sur 9 qui a déclaré avoir bénéficié de ces effets et de ces efforts. Mais regardez, les efforts venaient d'où? Vous allez voir, la famille, autres membres du ménage. Le programme gouvernemental fait moins de 1%. Moins de 1%, parce que justement, ce sont les femmes du secteur non formel. L'État, c'est un secteur que l'État essaie d'appréhender, de contrôler, mais n'y arrive pas toujours. Les interventions de l'État vont beaucoup plus dans le secteur considéré comme formel, donc ça n'étonne guère. Alors, quelques petites recommandations au pouvoir public d'abord, il y en a d'autres dans le rapport. C'est d'abord renforcer les actions de relance post-Covid avec une attention particulière aux personnes vulnérables. Ensuite, promouvoir au niveau des femmes du secteur non formel des mécanismes souples, n'est-ce pas, d'accès au crédit à taux vraiment réduit. À taux vraiment réduit. On peut faire des actions spécifiques pour ces femmes-là. L'autre chose, promouvoir des programmes et projets d'accompagnement pour la réinsertion des survivantes, n'est-ce pas, de violences, pour faciliter aussi leur réhabilitation sociale, parce que bien souvent, quand ils surviennent des situations de violence, on ne s'intéresse pas à la victime. Or, la personne la plus importante, c'est d'abord la victime, et les autres peuvent suivre. Et promouvoir la recherche, parce que si l'État ne fait pas confiance à la recherche, l'État risque de naviguer à vue. Je pense que là où les choses marchent, les politiques publiques, les programmes et les projets sont fondamentalement
ancré sur les évidences scientifiques. Et l'un des meilleurs endroits où on peut avoir ces informations, c'est au niveau des centres de recherche et des universités. Ce qu'on ne sent pas souvent au 229. Alors, ça, c'est pour la journée. Quelles ont été les recommandations spécifiques? Et là, ce sont les femmes qui les ont. Ça, on appelle des besoins réels. Ce n'est pas les besoins ordinaires. Le monde des femmes n'est pas un monde homogène, ça c'est clair. C'est un monde véritablement hétérogène. Donc, chaque catégorie a des besoins spécifiques. Et par rapport à cela, les répondants ont exprimé ces besoins à travers lesquels le pouvoir public peut commencer par intervenir. Et là où ils interviennent, ils peuvent accélérer aussi les interventions. C'est d'abord les femmes des groupements, n'est-ce pas, qui travaillent dans le monde rural. Elles ont souhaité qu'on renforce leurs capacités techniques en production et en transformation et en distribution d'accès au marché à moindre coût. Il faut aussi renforcer les capacités agricoles en réduisant la pénibilité du travail et leur permettre d'avoir un accès plus facile à taux réduit à des crédits agricoles. Pour les femmes entrepreneurs du monde urbain, c'est toujours le renforcement de capacités pour pouvoir accéder au financement afin de développer les activités. C'est aussi les aider dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, en ligne. Parce que c'est le monde actuel. Il faut qu'elles puissent s'adapter pour pouvoir n'est-ce pas, faire une transition de leur activité entrepreneuriale classique, n'est-ce pas, en intégrant le volet, n'est-ce pas, Coro Business ou e-commerce. Il y a les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé. À ce niveau, elles ont souhaité un soutien en matière de santé mentale parce que au niveau de ces femmes, il y a beaucoup, le burn-out est devenu une caractéristique de ces femmes-là, surtout en période de pandémie. Autre activité. Alors, les femmes qui travaillent dans le secteur du travail domestique, l'État a mis sur pied, a fait voter une loi formidable, mais ça ne suffit pas. Il faut aider ces femmes-là à formaliser les contrats et faire un suivi. Donc, l'accompagnement du pouvoir public est attendu pour que les femmes-là puissent rentrer dans leurs droits par rapport à... Et les former aussi, renforcer leurs capacités, n'est-ce pas, à travers comment se protéger, comment revendiquer leurs droits pour éviter l'exploitation. Et naturellement, les femmes chefs de famille monoparentales, les femmes célibataires et autres là, je crois que les programmes de filets sociaux en cours pourraient être focalisés sur ces femmes-là. Les filles en apprentissage, c'est l'octroi de fonds de soutien à l'apprentissage et la formation et la facilitation de l'accès aux équipements modernes d'apprentissage